En attendant, nous allons parler de votre reportage qui est notre prochain reportage, celui que vous avez réalisé et qui traite lui aussi d'une certaine manière d'un monde qui s'effondre pour des millions de vos compatriotes qui sont soudain contraints de quitter leur toit, chassés par la guerre, les massacres et la violence. Vous nous emmenez au cœur d'une crise humanitaire alarmante chez vous en République démocratique du Congo. Avec le nombre record de 6,9 millions de déplacés internes, le pays fait face à une situation d'urgence humanitaire où les conflits armés et les violences intercommunautaires jouent un rôle dévastateur. Dans la province du Mai-Ndombe, les tensions entre les communautés Téké et Yaka ont causé des centaines de morts et forcé des milliers de familles à fuir. Ces affrontements, exacerbés par des différends qui portent souvent sur les terres et les redevances coutumières, illustrent l'impact tragique des conflits ethniques et fonciers sur les populations locales. Dans la région de Kinshasa, ce sont plus de 120 000 de ces déplacés qui tentent de survivre dans des conditions d'extrême précarité. Vous entendrez des témoignages poignants de ces hommes et femmes qui ont, malgré les épreuves, gardé l'espoir d'un avenir meilleur. Vous verrez aussi les actions d'ONG qui luttent pour offrir une lueur d'espoir à ces populations vulnérables. Le calvaire des déplacés internes à Kinshasa, c'est un reportage touchant de Winnie Bakajika et de Wilfried Ablé. Nous sommes à la cité de Mongata, située sur la route nationale numéro 1 dans la commune de Maluku à Kinshasa. On y trouve une école spéciale, ouverte en urgence par des humanitaires pour garantir l'éducation des enfants victimes des conflits au sud-est de la RDC. Dans cette salle de classe, on rencontre Alfred Kyungu. À seulement 12 ans, il a vu sa vue basculer de manière tragique. Il y a 2 ans, il a dû fuir son village après avoir été témoin de l'horreur inimaginable. La décapitation de ses parents, de son frère et de ses sœurs. Aujourd'hui, pour la première fois depuis ce drame, il a retrouvé le chemin de l'école. Mais malgré cette lueur d'espoir, le poids du traumatisme reste profondément ancré dans son esprit. C'était un soir où je revenais de la forêt avec mon père. Après être rentré à la maison, maman nous avait servi à manger avec mon frère et mes 2 sœurs. Ensuite, papa m'a demandé d'aller chercher son téléphone qu'il avait laissé en charge. À mon retour, j'ai croisé 3 personnes devant notre maison. Ils ont commencé à poser des questions à mon père. Ils lui ont demandé « De quelle origine es-tu » Il a répondu « Je suis Muyambe et ma femme, elle est Muyaka ». Après avoir entendu cela, ils ont tranché la gorge de ma mère, puis celle de mon père. Mon frère et mes sœurs ont voulu s'interposer, mais ils ont été tués de la même manière. Comme j'étais à la porte, j'ai pris la fuite et suis allé jusqu'à la barrière où se trouvaient les soldats. Ils m'ont aidé à quitter mon village et à arriver ici, à Mongata. J'ai dormi pendant plus de 3 mois dans une voiture abandonnée, jusqu'à ce que je rencontre une femme. C'est elle qui m'a recueilli, m'a donné un toit, de la nourriture et m'a inscrit dans cette école où j'ai pu reprendre mes études. Depuis 2022, la province du Mai-Ndombe, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, est le théâtre des violents conflits interethniques opposant le peuple Téké et Yaka. À l'origine de ces affrontements, un litige foncier et de redevances coutumières contestées, qui ont conduit à des combats souvent à l'arme blanche. Ces violences ont causé des milliers de morts, déplacé plus de 160 000 personnes et entraîné la destruction de plus de 1000 habitations. Dans ce coin perdu de la capitale, au bout de ce sentier bordé d'arbres et marqué par l'érosion, une école abandonnée de 800 mètres carrés. Elle abrite une trentaine de familles fuyant les combats. Ici, les conditions de vie sont précaires et insalubres, sans eau ni électricité. Depuis près de 2 ans,
Bertine, 26 ans, partage les 5 mètres carrés de cette salle de classe avec ses 4 enfants. Faute de soutien extérieur, elle doit régulièrement trouver des petits travaux manuels pour subvenir aux besoins de sa famille. Charlotte, reste ici pour surveiller tes frères et sœurs. Je vais sortir chercher du travail. Tu pars sans rien nous laisser. Aujourd'hui encore, elle est traumatisée par ce qu'elle a vécu là-bas, mais surtout par ses conditions de vie sur place, marquées entre l'espoir, la faim et l'incertitude. Tout avait commencé le 10 juin 2022. J'étais dans le champ avec mes amis lorsque des hommes sont venus nous demander de fuir car des émeutes avaient éclaté dans notre village. À l'époque, je venais d'accoucher mon dernier enfant qui avait 9 mois. Lors de notre fuite, à cause de la pression, il est décédé. J'ai dû jeter son corps dans la brousse et continuer mon chemin avec mes 4 autres enfants. Après 2 mois de périple, nous sommes arrivés ici, à Maluku. Après avoir passé 3 mois à dormir à la Belle Étoile, Bertine et les autres déplacés ont été installés dans cette école par un ancien bourgmestre. Mais leur calvaire n'a cessé de s'aggraver depuis. Là où nous vivons actuellement, c'est un bien privé. Cela n'appartient pas à l'État. Nous avons vécu un drame ici. Un enfant de 5 ans est mort et nous avons dû déposer son corps dans cette cour pendant 2 jours. Aucune autorité de l'État n'est venu nous soutenir. C'est grâce aux bouches à oreille qu'une personne de bonne volonté est venue à acheter un cercueil et c'est ainsi que nous avons pu enterrer cet enfant. Ici, les gens meurent, qu'ils soient enfants ou adultes, parce que nous n'avons pas les moyens de nous soigner. Nous avons déjà reçu un préavis pour quitter les lieux et nous vivons dans l'insécurité. Chaque soir, nos voisins nous jettent des pierres. Nous ne pouvons même pas envoyer nos enfants faire une course, car ils se font tabasser. Nous vivons comme des prisonniers. Nous voulons quitter cet endroit. J'espère trouver des gens qui voudront que je fasse leur lessive, afin que je puisse trouver de quoi vous nourrir ce soir. Soyez tranquilles, j'arrive. Priez simplement que la faveur de Dieu soit avec moi et que je trouve du travail. Il est temps pour Bertine, comme tout le matin, d'aller faire du porte-à-porte pour trouver du travail. Ici, on lui propose de faire la vaisselle. Et là, de faire la lessive. Bertine, cette travailleuse infatigable, est très appréciée de ses employeurs. Ces enfants ont beaucoup joué avec de la saleté. Micheline, qui fait régulièrement appel à ses services, n'hésite pas à louer ses qualités. Elle est gentille, elle est travailleuse, et puis elle est ponctuelle et honnête. Elle fait tout, presque tout. Tout ce qu'on n'est pas à mesure de faire quand on n'a pas le temps, elle le fait. Et puis quand on a les peu qu'on a, on la donne. S'il y a à manger même, on donne. S'il y a les vêtements, on donne. En fin de journée, Bertine dresse le bilan. Elle a gagné 4 000 francs congolais, soit l'équivalent d'1,5 €, ainsi que d'un sachet de farine de maïs. Mais cela lui semble insuffisant pour couvrir la ration du soir. D'habitude, quand je sors, les bons jours, je peux gagner entre 20 000 francs congolais et 15 000 francs congolais. Mais les mauvais jours, comme aujourd'hui, je gagne moins. Avec ce que j'ai pu obtenir aujourd'hui, nous allons juste acheter des légumes et manger avec du maïs. Si Bertine a opté pour des travaux manuels pour survivre, d'autres déplacés vivant dans la même cour qu'elle ont choisi d'autres options. Samuel, ce jeune père de famille, a quant à lui décidé de devenir ouvrier agricole. À une dizaine de kilomètres de chez lui, il se rend chaque jour pour accomplir ses tâches quotidiennes. Faute de moyens pour acquérir ses terres, il se limite à défricher les champs d'autres agriculteurs pour un revenu de moins de 3 € par jour. Oui, sois patiente. J'arrange un peu et ensuite on va partir. Un travail quotidien aux ressources limitées, mais qui demeure sa seule option de survie. Nous devons nous débrouiller pour manger. Sinon nous allons mourir de faim avec nos enfants.
Je gagne entre 5 000 francs congolais et 6 000 francs congolais par jour. Je n'ai pas quitté mon village pour rien. C'était à cause des violences. Mais depuis que nous sommes arrivés ici, nous souffrons tellement que nous ne savons pas comment nous en sortir. Je termine ma journée avec 5 000 francs congolais et je ne sais vraiment pas ce qu'on pourra manger ce soir. C'est ainsi que Samuel termine sa journée et rentre chez lui. Dans la seule pièce où il vit avec sa femme, ses 2 enfants et son beau-frère. Ce soir, le dîner se résume à un morceau de pain accompagné du thé rouge. Ce père de famille ne supporte plus vivre dans cet espace exigu, délabré et insalubre. Regarde à quoi ressemble mon brasero. Il est tout abîmé. Nous vivons dans un état de précarité avancée. Regarde dans quel état se trouve mon brasero. Quand je vois ce que je suis devenu aujourd'hui, ça m'étonne. J'ai tout perdu et je n'ai nulle part où aller. Je peine à m'en sortir. Je n'en peux plus. Mange ton pain, Méchac. Pourquoi tu me déranges? À une dizaine de kilomètres de là, une réunion a lieu. Ceci étant, c'est nous jeter des idées par rapport aux points positifs de la campagne de sensibilisation sur les abus et comment est-ce que nous allons entreprendre ces processus à travers les communautés qui sont censées continuer cette activité dans tous les rayons de notre couverture du programme. Tenu par Johnny Linga, représentant de l'ONG Caritas Belgique, entouré de 6 partenaires. Ensemble, ils s'efforcent de trouver des solutions pour élargir l'aide aux déplacés. Bien que les besoins soient énormes, l'accès à l'aide demeure sélectif. Ce choix n'est pas facile pour nous. Ça veut dire que nous allons d'abord nous répartir en termes de ciblage géographique. Quelle communauté qui est plus vulnérable que l'autre? Et si tous les différents aspects possibles. Là, après cet exercice qui est d'ailleurs mis en place à travers les communautés elles-mêmes qui arrivent avec nous ensemble de cibler les communautés les plus vulnérables parmi tant d'autres. Ensuite, il vient encore l'étape, mais qui parmi ces communautés qui est vulnérable que l'autre? Pour prévenir d'éventuels conflits supplémentaires avec les habitants locaux, il est crucial que tout le monde soit pris en charge. Pour ne pas aussi stigmatiser ceux qui les accueillent et pour ne pas aussi laisser les déplacer. Parce qu'après l'assistance, si jamais ces communautés qui les accueillent n'ont rien reçu, il peut y avoir des conflits ou des confrontations au sein des ménages. Qu'est-ce qu'il faut? À la fois, la priorité est orientée vers les déplacés, mais aussi on tient compte des autochtones qui sont aussi vulnérables. Parmi les aides fournies par ce consortium de 8 organisations aux personnes déplacées, figure le soutien à l'éducation, le soin de santé, ainsi que les formations aux métiers agricoles. À quelques mètres de là, se trouve un hôpital, l'une des rares structures médicales de toute la cité de Mongata, où les déplacés de Kwamouth peuvent recevoir gratuitement des soins, des traitements et de l'aide. Kalunga est arrivée dans cet hôpital pour une consultation il y a 6 mois. Elle souffrait d'une infection généralisée, résultat de sa longue marche durant sa fuite, au cours de laquelle elle a dû traverser des eaux usées. Pour fuir avec mes 7 enfants, nous avons dû emprunter des chemins où il fallait traverser des eaux usées. Nous avons beaucoup souffert en chemin jusqu'à arriver ici
à Mongata. Je suis arrivée très malade et mes proches m'ont amenée dans ce centre de santé où j'ai pu être opérée gratuitement car les résultats montraient que j'avais de nombreux microbes. En ce moment, je suis en repos. Ensuite, cap sur Doumi, sur ce vaste terrain agricole où 383 ménages bénéficient d'un accompagnement en entrepreneuriat. Ils suivent une formation en agriculture, se préparant à reprendre une activité tout en perfectionnant leur expertise dans le métier de la terre. Coupe l'herbe de l'autre côté. Charles reprend peu à peu pied après l'épreuve de son exil. Depuis plus de 6 mois, il travaille dans ce champ et se réjouit de voir sa vie transformée. Quand Caritas est venu, ils nous ont convoqués et nous ont proposé de travailler dans leur champ. J'étais d'accord pour adhérer à ce programme. Voilà pourquoi cela fait près de 6 mois que nous travaillons ici. Nous en sommes ravis et nous espérons que cela va continuer. Au total, plus de 50 000 personnes ayant fui les hostilités depuis le début de conflit en 2022 ont choisi de s'installer à Kinshasa. Malgré leur grande vulnérabilité, leur parcours force l'admiration. En dépit de nombreuses difficultés, elles continuent de résister et de tracer leur chemin avec courage. Le calvaire des déplacés de guerre, des déplacés internes en RDC, un reportage que vous avez signé, Winnie Bakajika, avec Wilfried Ablé. On va en parler dans quelques instants, le temps de saluer l'arrivée sur ce plateau d'Amandine Boni, qui est la lauréate du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Merci d'être avec nous. Et qui va nous proposer tout à l'heure un reportage sur une pollution toxique dans la zone industrielle de Douala, la capitale économique du Cameroun. Mais repartons dans l'immense métropole, mégalopole de Kinshasa et reparlons du sort de ces déplacés internes. Vous avez donc passé pas mal de temps avec ces déplacés internes, vous avez écouté leurs histoires, vous êtes assis avec eux. S'il y avait un témoignage, une rencontre, une image dont vous savez aujourd'hui que ce témoignage ou cette image vous restera à jamais gravé dans la mémoire, ce serait lequel ou laquelle? Alors, avant de parler justement de ce qui m'a marqué, j'aimerais dire que dans l'ensemble de ce reportage, tout a été très émouvant. Tous les témoignages, tout ce qu'on a pris comme image, c'était vraiment très émouvant. Mais ce qui a été beaucoup plus particulier, c'était le témoignage de cet enfant que vous venez de suivre. Il s'appelle Alfred. Aujourd'hui, il a 12 ans, mais le drame qu'il a vécu, ça s'était passé il y a 2 ans, alors qu'il avait 10 ans. Ce qui était marquant, c'est le fait qu'il puisse nous retranscrire son témoignage, mot par mot, étape par étape. C'est comme si c'était passé hier. Il avait vraiment cette capacité de raconter ce qui s'était passé, ce qui prouve à quel point il est toujours affecté. Aujourd'hui encore, vous avez vu les larmes qu'il a versées. C'est vraiment très émouvant et ça a été vraiment difficile pour nous de nous contenir. Vraiment, quand on a interrogé cet enfant, c'était très émouvant et moi, ça m'a marqué. C'est quelque chose qui est resté dans ma tête et ça a été un moment très particulier dans ce reportage. Et parce que l'histoire, on va revenir un tout petit peu dessus, qu'il raconte, c'est une histoire horrible, puisqu'il a vécu donc la décapitation, c'est ça? Oui, absolument. Il a vu ses parents être décapités, et tout ça, c'est à cause des problèmes ethniques. Donc, vous l'avez dit bien au début, c'est entre une communauté Téké et Yaka qui se disputent les terres. Et actuellement, c'est quand les Yaka rencontrent les Téké, et quand ils disent qu'ils sont pas de la même tribu qu'eux, vous êtes décapités à la machette. Et un enfant de 10 ans a vu tout ça. Et c'est très émouvant. Justement, on parle souvent de la RDC, des déplacés internes, on pense tout de suite au Kivu. Il y a comme ça d'autres conflits qui provoquent ces déplacés. Vous faites allusion à celui-ci en particulier. Il y a d'autres endroits. Quel est le moteur en général, quel est le moteur de ces conflits intercommunautaires ou interethniques? Qu'est-ce qui provoque en fait cette débauche de violence? Généralement, en RDC, ce sont des problèmes de terre. Parce que c'est vraiment un conflit qui
qui actuellement commence à faire beaucoup de ravages. Parce que les gens sont beaucoup plus focus sur ce qui se passe à l'est du pays, mais on ne porte pas assez de regard sur ce qui se passe aux alentours. La RDC est vraiment frappée. Actuellement, au sud-ouest de la RDC, dans la province du Mai-Ndombe, c'est une situation très alarmante. Et c'est à propos des terres. Un conflit qui dure, ça fait 2 ans. Et ça, c'est vraiment la cause de plusieurs personnes sont déplacées. Il y a des morts, il y a des destructions de maisons. Et c'est juste une situation très alarmante. Et globalement, sur tout le pays, hein, on a annoncé le chiffre tout à l'heure, on a 6,9 millions de personnes qui sont déplacées. Ce sont des chiffres qui datent d'octobre 2023. Est-ce que globalement, vous, de point de vue de journaliste, est-ce que vous avez le sentiment que cette question des déplacés internes est quelque chose qui mobilise la société civile, les autorités, les ONG, et que c'est une cause nationale? Je n'aimerais pas jeter des pierres, mais sur toutes les classes, que ça soit politique, que ça soit social, on n'y prête pas vraiment l'attention. La société civile. La société civile, voilà. On n'y prête pas l'attention que cette situation mérite. Voilà. Ce n'est pas assez, selon moi. C'est le type de journalisme que vous voulez faire, justement, pratiquer, éveiller les consciences comme ça, secouer les âmes reposées, ne pas permettre que des situations comme celle-là puissent prospérer dans l'indifférence. Patrick, je vais continuer à donner la parole à ceux qui n'en ont pas. Je vais pouvoir montrer les images que les autres ne montrent pas. Et c'est ce que je vais continuer de faire. Dramatique situation que nous mettons sous la lumière des projecteurs grâce à vous, mesdames, de ce numéro exceptionnel d'Enquête d'Afrique.